aussi lointain que j'essaie de m'en souvenir, j'ai toujours eu l'impression de me chercher, de ne pas être en rapport avec la société, de ne pas toujours comprendre tous les codes, de devoir me forcer, avoir l'impression que la vie était compliquée. C'est-à-dire que chaque chose, pour les faire, il fallait toujours se surpasser et aller au-delà de soi. Je n'ai jamais aimé embrasser les gens. J'ai toujours eu un problème avec l'alimentation par rapport aux couleurs, aux consistances, aux odeurs. Avec certaines matières aussi, je sais par exemple que la laine est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Les gants en laine, ce genre de choses. Alors après, j'en portais. Je ne sais pas si on ne m'a jamais autorisée ou si je ne me suis jamais autorisée à montrer les choses qui me mettaient mal à l'aise. Mais en tout cas, je me suis toujours fait violence. Et je pense que c'est pour ça que je trouvais la vie si dure. Parce que tout, pour moi, il fallait faire violence. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Laurine a 36 ans, elle est en couple, elle a un enfant, et a mené une brillante carrière dans les ressources humaines. Une vie normale a priori. Et pourtant, Laurine s'est toujours sentie différente. Elle a toujours eu l'impression d'être un caméléon et de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour paraître normale. Elle a aussi longtemps souffert de troubles alimentaires et d'une grande mélancolie. Ces difficultés colorent sa vie dès l'enfance, mais au prix de grands efforts, elle s'adapte au quotidien et trouve un équilibre relatif. Mais à 35 ans, suite à un grave accident et à la prise d'un nouveau poste à responsabilité, cet équilibre se fissure, ses troubles alimentaires s'aggravent, son poids tombe à 43 kg et elle est hospitalisée pour anorexie. Lors de cette hospitalisation, à sa grande surprise, on lui parle d'autisme. Elle apprend que l'anorexie est une comorbidité courante chez les femmes autistes. Et très rapidement, elle est diagnostiquée d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, anciennement appelé syndrome d'Asperger, puis d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou TDAH. Dans cet épisode, tout juste 1 an après son diagnostic, Laurine vient nous parler de l'autisme au féminin, de sa vie d'avant le diagnostic, de son diagnostic et de ce qu'il a changé dans sa vie. Nous parlons aussi de son anorexie, de sa relation à la nourriture et à son corps. Pour poser un peu de contexte, pour ceux qui ne seraient pas familiers du sujet, le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, anciennement appelé syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau, est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste notamment par des difficultés persistantes dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements, intérêts ou activités répétitifs et limités. Les personnes concernées par ce trouble peuvent également présenter une hypersensibilité sensorielle qui peut se traduire par une aversion pour certaines odeurs, goûts, textures. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le trouble du spectre de l'autisme, sans déficience intellectuelle, est avant tout une manière de fonctionner différente, une neuroatypie qui vient aussi avec son lot de qualités, notamment une sensibilité aux détails, une pensée analytique, du perfectionnisme, un grand sens de la justice et de la fiabilité, voire la détention de capacités exceptionnelles dans un ou plusieurs domaines spécifiques. Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, peut également se combiner avec d'autres troubles. Les troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, les épisodes dépressifs et autres troubles de l'humeur. En tout état de cause, il est essentiel de souligner que les manifestations du TSA varient grandement d'une personne à une autre, et également pour une même personne, selon son âge. C'est pourquoi on parle de spectre autistique. Et cela est d'autant plus vrai lorsque le TSA se combine avec un ou plusieurs autres troubles, comme c'est le cas dans cet épisode où Laurine présente à la fois un TSA et un TDAH. Enfin, pour donner quelques chiffres, en France, on estime que1 personne sur 100 est concernée par le TSA, dont 40% avec déficience intellectuelle et 60% sans déficience intellectuelle. Lorsqu'il est associé à une déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme est généralement dépisté dans la petite enfance. Mais lorsqu'il se manifeste sans déficience intellectuelle, il peut être repéré beaucoup plus tardivement.
Cela est encore plus vrai pour les femmes, qui sont encore largement sous-diagnostiquées. Aujourd'hui, 4 hommes sont diagnostiqués pour une femme. Pourquoi une telle différence ? Déjà, car les critères et outils de diagnostic ont été établis sur l'observation des comportements d'individus masculins. Or, chez les femmes, si les critères de l'autisme sont les mêmes, ils vont se décliner sous des formes moins immédiatement perceptibles. Mais aussi car les femmes présentent une plus forte tendance à masquer leurs caractéristiques autistiques, à développer des stratégies conscientes ou inconscientes pour paraître normales. En conséquence, les femmes concernées par le TSA sans déficience intellectuelle sont souvent diagnostiquées de pathologies secondaires, dépression, anxiété, troubles alimentaires, bien avant d'être diagnostiquées du TSA. Ce podcast vous est présenté par Tookie, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tookie vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearetookie.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Laurine. Bonjour Laurine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Canel. Tu viens témoigner sur le trouble du spectre autistique et le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et plus subsidiairement sur l'anorexie. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Je m'appelle Laurine, j'ai 36 ans. Je suis directrice des ressources humaines. Je travaille en chambre de métier de l'artisanat en Normandie. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis en couple. Voilà. Merci. Donc, comme je l'ai dit, tu viens témoigner aujourd'hui parce qu'à 35 ans, donc il y a 1 an, tu as reçu un diagnostic du trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qu'on appelait anciennement syndrome Asperger. Et peu de temps après, un diagnostic de TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec hyperactivité dans ton cas. Pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton histoire ? Oui, alors mon histoire, elle est assez drôle. Enfin, drôle, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire que aussi lointain que j'essaie de m'en souvenir, j'ai toujours eu l'impression de me chercher. J'ai toujours dit que j'étais née dépressive dans le sens où j'ai toujours eu l'impression de me chercher, de pas être en rapport avec la société, de pas toujours comprendre tous les codes, de devoir me forcer à avoir l'impression que la vie était compliquée. C'est-à-dire que chaque chose, pour les faire, il fallait toujours se surpasser et aller au-delà de soi. C'est quelque chose qui m'a toujours paru très très compliqué. J'ai toujours trouvé la vie difficile. J'ai même déjà reproché à mes parents, par exemple, de m'avoir mis au monde parce que je trouvais que voilà, je subissais la vie et que c'était compliqué et voilà. Donc ça a perduré pendant des années. À l'adolescence, vers 15-16 ans, ça c'est un peu plus la mélancolie a vraiment commencé à partir sur de la dépression. Donc mes parents m'avaient proposé d'aller voir un psychologue à l'époque, ce que j'avais accepté. Et donc j'ai commencé ma première thérapie, j'avais 15 et 16 ans, j'étais en seconde. Je venais de rentrer au lycée, j'étais en seconde. C'est une thérapie qui a duré 4 ans, celle-ci non-stop, qui m'a permis de découvrir des choses sur moi, qui m'a permis de découvrir des choses sur mon enfance, sur ma famille, mais en tout cas qui n'a pas mis le doigt particulièrement sur une particularité me concernant. Durant la vingtaine, j'ai toujours eu des épisodes un peu dépressifs où donc du coup j'ai continué des suivis psychologiques, mais en discontinu, c'est-à-dire que ça m'est arrivé avec la même psychologue, toujours celle que je voyais depuis l'adolescence, de l'avoir 1 an, de l'avoir 2-3 mois, enfin voilà, sur différents sujets. Donc j'ai toujours eu ce rapport, en tout cas avec moi-même, assez compliqué. J'ai eu ma vie personnelle aussi qui a évolué, plus qu'entre-temps, je me suis mariée, j'ai fait des études, j'ai obtenu des postes dans les ressources humaines, je me suis également séparée, j'ai refait ma vie, enfin voilà, j'ai eu une vie un petit peu classique comme on peut le voir pas mal en dehors. Et en fait, il y a eu un grand déclenchement en 2020, année du Covid. J'ai eu un grave accident de cheval, c'est-à-dire que en novembre 2020, je suis tombée de cheval et je me suis fracturé une vertèbre
qui m'a valu donc d'être hospitalisée et ensuite donc d'avoir un corset. J'ai eu la pose d'un corset pendant 3 mois et de partir en centre de convalescence. Et c'est arrivé à une période de ma vie où j'étais déjà un petit peu en perte de contrôle, puisque la chambre de métier dans laquelle je travaillais en fait était en train de fusionner au niveau régional. Donc on passait de 40 collaborateurs à 500 et je venais de postuler justement pour prendre la direction RH, puisque j'ai fait mon entretien de recrutement la veille de l'accident de cheval. Au niveau de la temporalité. Et donc, du coup, j'ai eu le poste. J'ai eu le poste alors que j'étais en centre de convalescence. Et je pense que inconsciemment, aujourd'hui avec le recul, mais à l'époque inconsciemment, j'ai eu besoin de prouver que malgré l'accident, je pouvais donner satisfaction et que j'étais là. Donc, en fait, j'ai demandé à sortir du centre de convalescence. On a fait complètement aménager ma maison parce que du coup, la pose d'un corset, c'est très handicapant. En plus, mon conjoint, lui, pour le coup, travaille au Mans, donc j'étais seule la semaine. Mon fils pouvait pas être avec moi puisque j'étais pas autonome pour pouvoir m'en occuper. Et voilà, ça a été un rythme de vie très compliqué. Sur lequel donc j'ai pris ce poste au 1er janvier 2021 de DRH sur une structure de 500 personnes, tout en étant effectivement chez moi avec mon corset. Émotionnellement, ça a été quelque chose vraiment de stressant. J'ai fait des crises d'angoisse assez prononcée. Il y a eu des moments où il a fallu m'ouvrir le corset parce que je pouvais plus respirer. Enfin voilà, ça a été très très dur et je pense que j'ai poussé pour le coup mon corps un peu loin. Et quand le corset a enfin été enlevé en février, 3 mois après la chute, j'ai eu mon rapport avec la nourriture qui avait toujours été un peu particulier, pour le coup, s'est amplifié et je me suis mis à hyper contrôler le nombre de calories. Je suis devenue très très focalisée jusqu'à m'autoriser 500 calories par jour. Ce qui a fait que je suis tombée dans l'anorexie, vraiment ce qu'on appelle l'anorexie restrictive. Donc c'est l'anorexie mentale de type restrictif, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de compensation. J'ai eu très peu d'épisodes où on vomit, ce genre de choses. Moi, c'est vraiment la restriction qui a fait que j'ai atteint des niveaux de poids qui vont commencer à mettre ma santé en danger, notamment mes reins, et puis au niveau des carences. Et donc, j'ai fini par être hospitalisée en juin 2022. Et en fait, cette hospitalisation a été, au-delà de l'aspect anorexique, pour moi, un déclic sur toute ma vie, puisqu'effectivement, c'est à ce moment-là que tous les diagnostics ont été faits. Effectivement, c'est l'équipe qui s'occupait de toi à l'hôpital qui t'a parlé pour la première fois d'autisme et de TDAH et qui t'a fait passer les tests. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a des équipes, quand on souffre d'anorexie, on n'est pas tout seul, il faut bien sûr se faire aider. Alors moi, je sais que j'ai eu la chance avec le CHU de Rouen, ils avaient le centre Eric Satie, et en fait, j'ai eu pendant plusieurs mois des hospitalisations à la journée, une demi-journée tous les 15 jours. Donc, je continuais de travailler, mais une demi-journée tous les 15 jours, j'étais hospitalisée pour avoir un suivi psychologique, un suivi avec un nutritionniste et un médecin généraliste pour s'assurer que mon état physique me permettait encore de travailler. Et effectivement, quand j'ai atteint un poids, là, on m'a dit maintenant, il faut se faire hospitaliser. Et donc, j'ai été hospitalisée à Bois-Guillaume dans une clinique réputée pour la nutrition. Et en fait, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert après, c'est que l'anorexie est une comorbidité de l'autisme au féminin. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Mais voilà, en fait, comment le lien s'est fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette clinique, eux étaient formés, étaient sensibilisés, en tout cas, sur l'autisme, puisque ils étaient là pour traiter l'anorexie et ils savaient que ça pouvait être lié à l'autisme. Donc, ils ont décelé, en tout cas chez moi, ce qu'ils trouvaient être des traits du trouble autistique, et donc du coup ils m'ont orientée sur ce genre de diagnostic. Très clair, merci. Donc là c'est un beau résumé de ton histoire. Maintenant on va aller un peu plus dans le détail. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle des 35 premières années de ta vie, donc ta vie avant le diagnostic officiel, avant la prise de conscience. Tu me disais lorsqu'on préparait le podcast que tu t'es toujours sentie différente. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton enfance ? Oui, alors j'ai une enfance plutôt classique. Enfin, il y a pas de. Mes parents se sont séparés très tôt. J'avais 5 ans, je pense 5 ou 6 ans quand mes parents se sont séparés. J'ai un grand frère. J'ai toujours été une enfance assez réservée. Je jouais très bien toute seule. On pouvait me laisser avec mes Barbies. J'adorais les Barbies. On pouvait me laisser avec mes Barbies pendant des heures et je jouais. J'avais une imagination énorme. Donc j'étais très solitaire. Après, j'avais des amis, mais j'étais pas non plus toujours en recherche d'être en présence. J'ai des souvenirs où j'ai invité des copines à dormir et une fois qu'elles étaient à la maison, en fait, je me disais mais pourquoi je les ai invitées ? J'aimerais toute seule. Enfin, voilà. Non pas que je passais pas un bon moment, mais il y avait toujours ce moment où j'aimais bien être seule quand même. J'ai toujours été passionnée par les chevaux. Donc, j'ai fait de l'équitation assez tôt.
Donc voilà, ça c'était quelque chose qui a beaucoup rythmé mon enfance. Voilà, au niveau de l'enfance, donc j'ai une enfance classique, une scolarité moyenne, jusqu'au lycée, une scolarité moyenne. Et quand je suis arrivée au lycée, il y a eu... donc là, j'avais 15-16 ans pour le coup, donc c'est le moment aussi où j'ai commencé ma thérapie. Et là, pour le coup, j'ai eu un décrochage scolaire assez prononcé, puisque je suis arrivée en seconde, j'ai redoublé directement ma seconde, donc j'ai fait 2 secondes. J'ai fait une première... très mauvaise. Je suis quand même passée en terminale et j'ai loupé le bac. C'est même plus loupé le bac, hein, j'ai même pas été au rattrapage, ça a été lamentable. Donc voilà, j'ai eu vraiment un décrochage scolaire impressionnant au lycée, avec cette mélancolie, ce mal-être qui lui s'amplifiait. Par contre, à côté de ça, j'étais quelqu'un qui pouvait sortir, aller en boîte de nuit. Enfin voilà, il y avait quand même il y avait des parties de moi qui étaient assez contradictoires. Après, en faisant le fil, j'ai un peu compris beaucoup de choses, mais voilà, j'avais un groupe d'amis. Et bizarrement, je dirais que le lycée sont quand même mes plus belles années. Parce que pour le coup, c'était assez léger. Je me souciais pas de l'école, je me souciais pas de tout ça. Voilà, c'était assez... On va revenir plus en détail sur tout ça. Donc, on dit souvent qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est-à-dire que les manifestations de l'autisme varient beaucoup d'une personne à l'autre. Et c'est encore plus vrai quand on est à la fois TDAH et TSA, puisque les deux se mélangent et parfois sont un peu à l'opposé sur certains aspects. Donc, maintenant, comment est-ce que ce TSA et ce TDAH se manifestent se sont manifestés dans ton quotidien? Et qu'est-ce que tu avais pu mettre en place comme stratégie d'adaptation? Donc voilà, peut-être un peu revenir sur, disons, voilà, les grands... j'aime pas le mot symptômes, mais tu vois, les grandes caractéristiques, maintenant que tu as le recul de ce diagnostic que tu as pu identifier comme tel, est-ce que tu avais mis en place pour fonctionner de manière typique, normale, et passer inaperçu pendant toutes ces années? Alors, c'est vraiment avec le recul, hein, parce qu'à l'époque, je m'en rendais vraiment pas compte. Mais effectivement, moi, quand le diagnostic est tombé, j'ai refait le fil de ma vie et je me suis dit, mais oui, en fait, effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles je me suis fait violence, plein de choses où je me suis forcée à m'habituer à faire des choses. Et donc, ça peut être, par exemple, la prise de parole en public. C'est quelque chose qui était pour moi toujours très, très angoissant. J'ai souvenir que quand j'étais en primaire, mes parents avaient été... convoqués par la maîtresse pour leur dire que voilà, j'avais beaucoup de mal avec la prise de parole en public. À l'époque, on m'avait fait voir un médecin qui m'avait fait prendre un traitement. C'était de l'homéopathie à l'époque, mais voilà, j'avais tout un traitement pour pouvoir être plus à l'aise. Donc dès la primaire, il y avait quand même des signes. En réalité, aujourd'hui, si je refais le fil de mon histoire, on avait toutes les cartes devant nous dès le départ. C'est juste qu'on ne savait pas les interpréter. Enfin, j'ai fait du théâtre pendant des années. Non pas parce que j'aimais le théâtre, mais parce que ça m'a permis de pouvoir apprendre à savoir justement prendre la parole en public et voir ce qui pouvait me déstresser. Et je me souviens que ma prof de théâtre s'était rendu compte qu'il suffisait de me mettre un accessoire dans les mains pour que mon stress, je le descende tellement sur l'accessoire que j'arrive en fait à prendre la parole, que j'arrive à être dans les rôles. Donc il y a des choses comme ça qui ont été mises en place naturellement en fait. Mais à l'époque, je me suis pas rendu compte. Voilà, pour la prise de parole, par exemple, effectivement, j'ai été traitée, j'ai fait du théâtre. Donc aujourd'hui, les gens peuvent avoir énormément de mal à comprendre si je leur dis mais j'étais tellement timide que j'osais pas prendre la parole en public. Enfin, c'est quelque chose à l'époque quand il y avait un exposé à faire. Enfin, quand je voyais le tour arriver sur l'Aurine, j'avais une boule au ventre énorme. J'avais l'impression que ça allait exploser à l'intérieur de mon ventre. Enfin, c'était vraiment vraiment douloureux, mais au sens propre du terme douloureux, hein, au sein de mon corps. Il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire que aussi loin que je me souviens, je n'ai jamais aimé embrasser les gens. C'est-à-dire que j'aimais pas faire des bisous aux gens. Et alors, autant aujourd'hui, maintenant, on ne force plus spécialement les enfants à faire des bisous, mais il y a 30 ans, c'était mal poli de ne pas embrasser quelqu'un pour dire bonjour. Et voilà, moi, c'est quelque chose sur lequel il fallait que je me force. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis toujours maladroite pour faire la bise. C'est-à-dire que le nombre de fois où je pars encore du mauvais côté, on sent vraiment que c'est quelque chose chez moi qui est pas naturel et qui, pour le coup, j'ai appris à le faire et c'est vraiment pas naturel, quoi. C'est pas inné la bise chez moi. Et j'ai une phrase de ma mère, ou c'est mon beau-père ou ma mère, je sais plus, qui m'avait dit, j'étais enfant, ah bah dis donc, si t'es aussi radine avec les bisous quand tu seras plus grande, ton amoureux, il sera malheureux. Enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, pour te dire que vraiment, il y a des choses... j'ai toujours eu un problème avec l'alimentation, par exemple, mais pas spécialement en termes de quantité, pas par rapport à l'anorexie, par rapport aux couleurs, aux consistances, aux odeurs. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi.
J'ai toujours focalisé sur certaines choses où je disais par politesse que j'aimais pas, mais en fait, je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Mais je ne pouvais pas en manger. Et c'était, quand je dis je ne pouvais pas, c'était physiologique, c'était à l'intérieur. J'en aurais vomi. Et ça m'a valu des moqueries de mon entourage assez... Alors, c'était des moqueries gentilles, attention, c'était jamais pour m'humilier, mais ça faisait rire que, parce qu'il y avait un petit bout de peau dans une salade de fruits, je pouvais avoir des hauts de cœur. Ça pouvait rire que j'étais incapable d'avaler la peau d'une clémentine, enfin, la petite peau transparente d'une clémentine, j'étais incapable de l'avaler. Et le persil et la ciboulette, enfin, le persil principalement, est quelque chose qui, aujourd'hui encore, m'horrifie. C'est-à-dire que quand je vais dans un restaurant, c'est la première chose que je demande aux gens. Il n'y a surtout pas de persil, pas de ciboulette dans le plat. Enfin, parce que sinon, je trie. Je trie chaque brin de persil. Et ça a toujours été. Enfin, voilà, ça a toujours été. Est-ce que tu as eu aussi on parle souvent, donc là, on a parlé de l'alimentaire, mais de l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, ou d'autres choses comme ça, au-delà de l'alimentaire, aux textures? Alors les textures, oui, tout à fait. C'était surtout sur l'alimentaire aussi, hein, la partie texture. Si, par exemple, la salade, je ne peux pas manger les feuilles croquantes. Le fait de croquer la salade croquante, c'est quelque chose qui me perturbe. Donc moi, je suis la seule, quand il y a de la laitue, à ne vouloir que les feuilles les plus molles possibles. le cœur de laitue, c'est pas pour moi. Donc oui, effectivement, j'ai toujours eu ce genre avec les textures, avec certaines matières aussi. Je sais par exemple que la laine est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Les gants en laine, ce genre de choses. Alors après, j'en portais, c'est-à-dire que il faut savoir que je sais pas si on ne m'a jamais autorisée ou si je ne me suis jamais autorisée à montrer les choses qui me mettaient mal à l'aise, mais en tout cas, je me suis toujours fait violence. Et je pense que c'est pour ça que je trouvais la vie si dure. Parce que tout, pour moi, il fallait faire violence. C'est-à-dire que je portais des gants en laine. Enfin, ici, il fallait manger des choses, des fois, ou quitte à avoir d'autres cœurs, je me forçais à le faire. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué. Après, au niveau des odeurs, oui, je suis assez sensible sur les odeurs. Par exemple, je n'ai jamais mangé d'aliment qui vient de la mer, parce que c'est une question d'odeur. Il y a des choses comme ça, il y a des odeurs compliquées. Les parfums, par exemple, je suis très sensible aux parfums. Je porte le même parfum depuis que j'ai 18 ans. Je suis incapable de changer de parfum. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça assez... je suis assez sensible à ce genre de choses, oui. Un autre truc un petit peu typique de l'autisme, en l'occurrence, c'est les intérêts spécifiques. Tu as mentionné le cheval qui devait en être un dans ton enfance. Est-ce que tu en as d'autres? Ou celui-là aussi, est-ce qu'il se manifestait? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Donc, tu t'es rendu compte à l'époque? Non, à l'époque, je me suis pas rendu compte parce que une jeune fille de 8 ans qui aime les chevaux, il y en a beaucoup, c'est pas non plus quelque chose de... Pour le coup, effectivement, quand on parle d'autisme, on pense à des intérêts assez... parce qu'on pense à l'autisme des garçons, où ils vont être plutôt sur des choses assez particulières, les trains, des passions qui sont pas communes. Alors que les filles, justement, c'est des passions qui sont plus passe-partout. Donc voilà, moi effectivement j'ai eu la passion des chevaux, donc ma chambre était toute décorée avec des chevaux partout. Après, vraiment moi ma passion qui a été c'est le Titanic. C'est-à-dire que je suis une passionnée du Titanic. Quand le film est sorti en 97, j'avais 11 ans. Et donc je suis allée le voir l'année de sa sortie déjà 6 fois. À 11 ans. Pour donner une petite idée, déjà à l'époque, je me suis passionnée pour l'histoire, c'est-à-dire que je connaissais exactement le nombre de passagers qui étaient dans les canots, qui sont morts. Enfin, je connais l'histoire du Titanic par cœur. Je pense que j'ai vu le film une centaine de fois. Enfin, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas vu le Titanic, je le regarde comme si c'était un extraterrestre. Enfin, pour moi, je ne comprends même pas qu'on puisse ne pas avoir vu le Titanic et qu'on puisse ne pas être émerveillé par l'histoire derrière. Parce qu'il y a le film, mais moi, ce qui m'a passionné, c'est l'histoire derrière. C'est le fait que ce soit sa première traversée, c'est toute l'histoire du Titanic qui me passionne. Donc, on va pas faire un podcast sur le Titanic parce que si un jour tu veux, on pourra. Okay. Là, j'ai de la matière. Oui, mais c'est beau de voir cette passion. Mais voilà, effectivement, le Titanic. J'ai vu le Titanic, je te rassure. Merci, Canel. Voilà, donc il y a eu le Titanic qui s'est... mais à l'époque, je me suis pas rendu compte que j'avais une obsession particulière pour le Titanic. Ça m'a pas choquée. Après, effectivement, les psys m'ont dit, oui, mais c'est un gros sujet d'intérêt quand même, là. De là apprendre le nombre de passagers, le nombre de morts, première classe, deuxième classe, troisième classe, c'était assez... impressionnant. Donc oui, j'ai eu effectivement, je sais pas que j'ai eu, c'est que depuis que j'ai 11 ans, je suis fan du Titanic, parce que pour le coup, cette passion ne m'a jamais quittée. J'ai eu aussi à une époque une obsession pour l'actualité. Alors ça, c'était plutôt à la vingtaine, quand j'ai commencé à entrer dans la vie active. J'aurais envie de dire, j'ai une obsession pour l'actualité, mais au point que je devais regarder l'actualité 3 fois par jour,
que je devais la lire dans un certain sens, toujours dans le même sens, c'est-à-dire que je commençais par la France, par l'international, je faisais ensuite le divertissement, la santé, enfin la politique, et je lisais tous les domaines, hein, même ceux qui ne m'intéressaient pas personnellement, c'est-à-dire que je déteste le sport, je lisais l'actualité sportive tous les jours. Et ça m'est plus passé. Alors, j'ai gardé cet attrait pour la culture générale, c'est-à-dire que pour moi, l'actualité, c'est quand même signe de culture générale, mais je suis plus obsédée comme j'ai pu l'être par l'actualité. Et en termes de routine, difficulté avec les changements, est-ce que c'est quelque chose... Je sais que c'est assez classique dans l'autisme, ça allait un peu moins, voire pas du tout dans le TDAH, ou au contraire, on recherche beaucoup le changement. Donc ça m'intéresse de savoir justement où tu te plaçais, toi, à ce niveau-là. Alors moi, le changement, j'ai dû m'y faire très vite. À 5 ans, mes parents divorcent et toutes les semaines, j'avais un changement. Une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. Donc ce changement, il a tout de suite fait partie de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas eu une vie linéaire, calme, avec mes petites habitudes. Après, oui, j'ai toujours aimé les petites routines. Et encore aujourd'hui, le matin, je me maquille toujours dans le même ordre, toujours dans le même... Enfin, voilà, et c'est très compliqué pour moi. Effectivement, on me demanderait de faire quelque chose dans l'autre sens. Je sais le faire, mais c'est compliqué. Enfin, émotionnellement, ça peut être un peu dur. Mais tu es quand même capable de ne pas tout prévoir. Parce que on s'est parlé avant le podcast et tu me disais que tu pars en vacances dans 15 jours et que tu ne sais pas encore où tu vas. Et alors, ça, oui. Donc, c'est-à-dire que sur certaines choses, effectivement, je peux être assez carrée, et à côté de ça, je suis quelqu'un qui anticipe à rien. Enfin, c'est-à-dire que je vais toujours faire les choses à la dernière minute. J'ai beaucoup de mal à anticiper, j'ai beaucoup de mal à prévoir. En fait, je suis beaucoup plus productive déjà quand je suis dans la deadline. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, va respecter la deadline. Donc, du coup, je vais tout mettre en place pour réussir. Mais plutôt que de le faire tranquillement en 15 jours, je vais le faire tout en 24 heures. Et par exemple, j'ai dû, pour mon poste, j'ai dû soutenir un mémoire que j'ai présenté et je l'ai écrit en un week-end, le dernier week-end avant de le rendre, alors que ça faisait 6 mois que enfin, voilà. Et il a été bon, je l'ai présenté, j'ai eu mon examen, mais voilà, je fonctionne comme ça, en fait. Donc, effectivement, je suis en vacances dans 15 jours et je ne sais pas où je vais. Un autre grand sujet, c'est les relations sociales. Comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes relations sociales, enfance, adolescence, âge adulte? J'ai toujours été mal à l'aise en public. J'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas à l'aise en société, en public. Toujours cette impression que on allait me juger, me regarder, me juger, que j'étais moins bien que les autres, que j'allais paraître stupide, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fait partie de ma personnalité. Comme je te le disais, j'ai eu des amis. Hein, je suis pas par contre le genre de personne qui a jamais eu d'amis tout seul. D'ailleurs, par contre, j'ai été assez fidèle en amitié dans le sens où aujourd'hui, j'ai toujours ces très bonnes amies que j'ai pu me faire durant mes premières années de ma vie, collège, primaire. Je les ai aujourd'hui encore. Pour moi, c'est ça l'amitié, c'est-à-dire que c'est peut-être parce que l'amitié, pour moi, c'est avec des gens avec qui on peut être soi-même. Et avec ces gens-là, j'ai peut-être toujours réussi à être moi-même. Et en fait, avec les autres personnes, j'ai jamais réussi à faire perdurer une amitié. Et de ma faute, hein, je pense sincèrement. Alors de ma faute, c'est sûr, j'en ai jamais fait exprès, mais je peux comprendre que les gens ont pu se lasser de ne pas avoir le retour de ce qu'eux attendaient. C'est-à-dire que je suis pas le genre de personne à t'envoyer un message pour prendre de tes nouvelles. Je peux être le genre de personne à pas lire ton message pendant 15 jours. Le lire et me dire je vais lui répondre et répondre 3 mois après quand je réponds. Enfin voilà, et en plus après je rentre dans un truc encore pire parce que comme j'ai pas répondu, j'ai honte, donc j'ose plus. Enfin voilà, donc je suis moi-même source, je pense, de beaucoup de fins de mes relations amicales. Je me suis jamais fâchée avec les gens, je suis pas quelqu'un de conflictuel, je me fâche pas. Non, mais je pense que j'ai beaucoup de relations amicales qui se sont arrêtées naturellement parce que les gens, et je peux le comprendre, ont été fatigués de pas avoir de mes nouvelles ou de pas avoir l'interaction qu'ils attendaient en tout cas. Mmh. Mais à l'inverse, avec d'autres personnes, t'as pas eu ce problème-là et non, ça s'est fait naturellement. Mais je suis pareil avec elles. C'est-à-dire que, mais je pense que ces personnes-là, elles m'ont toujours acceptée comme ça. C'est-à-dire que, après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont besoin en amitié, eux, de quelque chose quotidien, des messages, des machins. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, je pense que j'ai besoin de gens qui sont un petit peu comme moi pour pouvoir être amis avec moi. Donc, moi, j'ai aucun problème à pas avoir de nouvelles de quelqu'un pendant 6 mois, le revoir 6 mois après. Et enfin, c'est comme si je l'avais vu la veille. Enfin, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'ai toujours eu des amitiés profondes. Celles qui n'étaient pas profondes, voilà, elles se sont naturellement distendues. Moi, j'aime ces amitiés où on peut se voir en pyjama le dimanche, avec des cernes au milieu des joues, en train de pleurer parce qu'on n'est pas bien et qu'on ne sait même pas pourquoi on n'est pas bien et qu'il n'y a pas de jugement.
Pour moi, l'amitié, elle est là. Ouais. Et on dit souvent d'ailleurs que l'autisme n'aime pas le small talk, la discussion sans intérêt. Donc je suppose que c'est... Enfin, sans intérêt. Parler de la pluie et du beau temps, ça, c'est pas possible. Il y a un pire pour moi. Alors, à l'époque, en tout cas, j'avais toujours l'impression que je devais combler C'est-à-dire que moi, effectivement, quand il n'y a pas de bruit, ça ne me dérange pas. Mais j'ai toujours l'impression qu'on doit... Donc, quand j'étais avec quelqu'un et qu'on ne parlait pas, je me sentais obligée de sortir « T'as vu le temps dehors ?» Enfin, voilà, là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Tout comme en société, j'avais besoin... et j'ai besoin encore aujourd'hui d'avoir une personne référente pour moi, dans le sens où quand je suis en société, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dont je peux appuyer le regard, chercher la confiance avec elle, en fait. Et donc, du coup, par contre, ça peut donner l'impression en société que je me fous un peu des autres. Pas que je me fous, pas que je me moque, mais que je m'intéresse pas aux autres. Parce que du coup, je les regarde pas spécialement quand je leur parle, je vais parler qu'à une seule personne. Enfin, voilà, j'ai déjà eu des remarques à ce niveau-là. Et tu parles de regarder une seule personne, t'as eu des problèmes avec, par exemple, regarder les gens dans les yeux, les choses comme ça, ou pas du tout? Oui. Aujourd'hui, je sais regarder les gens dans les yeux, même si j'aime pas ça, mais je sais le faire. Je pense que quand je dis je sais le faire, c'est vraiment parce que je pense que j'ai appris à le faire. Qu'aujourd'hui, parce que c'est un code social très important chez nous, regarder les gens dans les yeux, puisque si on regarde pas les gens dans les yeux, on a l'impression qu'on ment, qu'on n'est pas sincère, qu'on est dans la fuite. Alors que j'ai longtemps, moi, eu l'impression que si je regardais les gens dans les yeux et que les gens me regardaient dans les yeux, ils arrivaient à lire dans mes pensées, bizarrement, et que du coup, ils allaient voir tout mon mal-être. Donc, je ne regardais pas les gens dans les yeux, non pas parce que j'étais impolie mais parce que j'étais mal à l'aise. Et oui, c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi de regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, je sais le faire, mais je suis pas fan de le faire. Enfin, voilà, avec les gens avec qui je me sens bien, oui, il n'y a pas de problème. Avec les gens que je connais très peu et tout, non, je suis très mal à l'aise. Et t'as mentionné aussi, donc, que enfant, déjà, t'aimais être seule. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton rapport avec la solitude en général. Je dirais que la solitude a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé. Je me suis, sans prétention, je me suis toujours autosuffie. C'est-à-dire que moi, toute seule, je m'ennuyais pas. C'est-à-dire que j'avais énormément d'imagination. Donc, effectivement, je pouvais jouer pendant des heures et des heures toute seule, parce que je me mettais dans mon monde. J'aimais lire, donc je pouvais lire aussi. J'aimais regarder la télé toute seule. Aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que c'est plutôt un besoin de solitude qui est aussi lié au fait que j'ai une activité prenante et que j'ai besoin à un moment de recharger un peu mes batteries d'être toute seule. Mais j'ai encore aujourd'hui besoin d'être seule, oui. Et t'arrives à le gérer, parce que t'es en couple, t'es en relation, tu vis avec quelqu'un, t'arrives à le gérer au quotidien? Alors, j'ai envie de dire que depuis un an, c'est beaucoup plus simple, parce que je sais que c'est plus une envie, mais un besoin vital. Voilà, j'en ai besoin pour décharger le camouflage et tout ce que je fais à côté pour paraître normal. J'ai besoin de ces moments de solitude. Donc, depuis un an, c'est plus facile. Avant, c'était plus compliqué. Parce que, effectivement, il est difficile de faire comprendre à son conjoint que, un samedi, on n'a pas envie de sortir et qu'on a envie de rester en pyjama, au calme, tout seul chez soi, et que même sa propre présence à lui peut nous déranger. C'est dur à comprendre parce que les gens, c'est humain, ils vont pas penser à ce que l'autre pense, ils vont penser à se dire « Ah, c'est moi qui la dérange ». Ils vont pas juste se dire « Elle a juste besoin d'être seule ». Et on en a parlé brièvement, mais pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, tu disais qu'enfant, tu pouvais avoir du mal à comprendre les règles, les conventions sociales. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est toujours quelque chose dont tu souffres aujourd'hui? Comment justement tu as pu passer outre, les apprendre? C'est vraiment un trait de l'autisme féminin, c'est de cette suradaptabilité. On parle même de femme caméléon. C'est même un terme, le caméléon, que j'employais avant même de savoir ce que j'étais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette impression que je devais m'adapter aux gens. Et donc, effectivement, j'ai appris les codes sociaux. C'est-à-dire que... Alors, comment, je ne sais pas, parce que j'ai pas de souvenir d'avoir eu l'impression d'apprendre les codes sociaux, mais je pense que inconsciemment, j'ai appris ce qu'on attendait de moi aux différentes étapes de ma vie, et je sais m'adapter. Enfin, j'ai souvenir d'un collègue il y a quelques années que je voyais une fois par mois quand j'allais en déplacement, et je savais que je mangeais avec lui, et j'appréhendais toujours ce repas professionnel parce que il y a certains codes sociaux. Enfin, il faut parler, il faut parler du boulot, en même temps un petit peu de sa vie. Enfin, voilà, il y a des choses. Et en fait, il n'était pas passionné de sport, de foot. Et donc, moi, en fait, la veille, tous les mois, j'apprenais par cœur les résultats de sport, de foot, pour que, à table, on parle de foot. Enfin, j'ai souvent eu besoin de maîtriser à l'avance des sujets pour pouvoir donner l'impression que c'était fluide en public. Alors qu'en réalité, je les avais tous appris la veille. Et
Est-ce que tu fais des gestes répétitifs, ce qu'on appelle parfois le steaming, des choses comme ça est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu fais encore? Je m'étais jamais rendu compte. Maintenant que j'ai le diagnostic et que j'ai retracé un petit peu ma vie, certaines choses, j'ai certaines mimiques, en tout cas, qui peuvent effectivement être vues comme du steaming. Alors, je sais que quand je suis très stressée, la position fétale est quelque chose qui, pour moi, est très importante. Donc, alors, on peut pas toujours se mettre en position fétale partout, hein, mais par exemple, me recroqueviller sur moi, me mettre dans une position et avoir l'impression de devoir me serrer, ce genre de choses. Oui, c'est des choses qui peuvent me détendre, en fait, quand je suis très stressée, de me serrer. Je sais que je peux avoir un léger balancement. Mais alors ça, c'est des choses que je fais quand je suis toute seule. Mais effectivement, quand je suis vraiment très stressée, un léger balancement peut me faire du bien. Et là, on a plus sur le TDAH. Est-ce que tu as des difficultés attentionnelles? Ça se manifeste comment dans ta vie? Alors quand j'étais petite, on me disait toujours, Laurine, de toute façon, si elle avait pas sa tête accrochée à son corps, elle l'oublierait partout. Parce que c'était ça, je perdais tout, j'oubliais tout, j'étais vraiment... Mais j'étais vue comme quelqu'un de l'inattention, mais voilà, quelqu'un qui était toujours dans les étoiles, la tête dans les étoiles, qui faisait pas attention. Encore aujourd'hui, c'est source de plaisanterie, mais ma voiture est cabossée de partout, parce que, moi je dis que c'est les murs qui me sautent dessus, mais si on est sincère, c'est moi qui fais pas toujours attention. J'ai toujours été bordélique. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis bordélique, c'est-à-dire que quand j'étais gamine, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre dans ma chambre. Et en fait, j'en étais arrivée à un point où je pensais que j'étais feignante. J'ai à un moment donné eu l'impression de me dire, mais je suis feignante. Parce que pour moi, c'est rien que l'idée de devoir ranger, ça me paraissait insurmontable certaines fois. Ça peut paraître ridicule, hein. Et c'est bien pour ça que je me suis dit, mais en fait, je suis feignante. Et je complexais là-dessus. Mais ouais, c'est pas ridicule, hein. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement exécutif, qui est assez classique dans le TDAH. T'es incapable de faire des choses parfois qui semblent tellement simples et que tu as envie de faire, mais t'as quasiment un empêchement physique, du mal à commencer une tâche, ou une fois que t'en as commencé une, à l'arrêter. Ça, c'est des choses qui te parlent. Oui, et alors aujourd'hui j'ai un gros problème par exemple, et maintenant je l'assume, mais c'est l'administratif. C'est-à-dire que l'administratif, j'ai toujours été très mauvaise dans le suivi, au point que je paye des surmajorations, des majorations à tout un tas de factures. J'ai des amendes très régulièrement parce que pour le coup, les limitations de vitesse, j'y fais pas spécialement attention en termes d'attention. Et en fait aujourd'hui du coup pour contrer ça, avec mon conjoint, on a mis en place que c'était lui qui gérait mon administratif, qui paye mes factures. Alors, il prend mon chéquier, attention, c'est pas lui, il m'assume pas, enfin, je m'assume financièrement, mais c'est lui qui prend mon chéquier pour payer mes factures, parce qu'en fait, moi, tant qu'il n'y avait pas un courrier des huissiers pour me dire qu'ils allaient venir me saisir, ou là, j'avais un coup de panique, je payais pas, et non pas que j'avais pas l'argent, parce que c'était vraiment pas une question d'argent, c'était une question de le faire, de le faire, de payer, ça me paraissait insurmontable. Alors, effectivement, je pense que si on pouvait, dans ma vie, compter tout l'argent que j'ai pu perdre en majoration, c'est énorme, énorme. C'est assez classique. Oui, mais c'est pas facile. Mais par contre, c'est très dur à comprendre pour les gens qui nous accompagnent. Et pour le coup, là, le diagnostic m'a complètement décomplexée. Parce que ça, c'est quelque chose qui me complexait. C'était l'humiliation pour moi. Et effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a expliqué que c'était quelque chose de normal, entre guillemets, mais en tout cas d'assez fréquent par rapport à mes pathologies, et qu'ils m'ont même proposé à l'époque à l'hôpital de savoir si je voulais être mis en relation avec un service privé qui pouvait gérer mon administratif, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est le boulot de gérer l'administratif des personnes qui ne savent pas le faire. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon, mais j'aimerais bien faire un petit focus de quelles ont été les conséquences de ton TSA et de ton TDAH sur ton parcours académique et ta vie professionnelle. Alors, encore une fois, c'est mon interprétation depuis un an sur toute ma vie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc moi, j'ai loupé le bac. La première fois que j'ai passé le bac, j'ai voulu arrêter l'école. J'avais 18 ans, j'ai voulu arrêter l'école. Voilà, j'étais pas faite pour l'école. J'étais nulle. Enfin, j'avais un CDI étudiante à Intermarché. Je me voyais très bien faire toute ma vie à Intermarché. Mes parents m'ont dit, même pas en rêve, Laurine. Donc, du coup, j'ai repris un autre diplôme après. Donc, en fait, j'ai la particularité d'avoir eu le bac en 6 ans, puisque j'ai fait 2 secondes. J'ai refait une première, donc j'ai fait 2 premières, 2 terminales. Ça s'appelle le grand chelem. Donc, j'ai eu le bac, que du coup, finalement, je l'ai repassé. Mention très bien. Alors, c'est-à-dire que je suis passée... C'est tout ou rien. C'est tout ou rien chez moi, c'est ça. C'est-à-dire que je suis passée de... même pas de rattrapage à première de l'académie rouennaise à l'époque. J'ai eu le bac mention très bien, et derrière, du coup, les études, ça derrière était fluide, bizarrement très fluide, et je suis devenue
bonne élève. Enfin, bonne élève. En tout cas, j'avais des bonnes notes. C'est-à-dire qu'à la suite de mon bac, j'ai fait un BTS où je suis également sortie majeure de promotion, mais sans avoir l'impression de travailler finalement beaucoup. C'est juste que en fait, je suis enfin rentrée dans des voies qui me plaisaient. C'est-à-dire que mon bac, au final, plutôt que de faire un bac généraliste, j'ai fait un bac pro. Du coup, je me suis professionnalisée sur une voie qui me plaisait, un BTS dans une voie qui me plaisait. Ensuite, j'ai intégré la Sorbonne pour ma licence, puisque j'ai fait une licence RH. Là aussi, j'ai été diplômée avec les mentions, et je suis également diplômée avec mention pour mon master de la Sorbonne, RH. Donc, c'est-à-dire que je suis passée de l'élève moyenne, primaire, collège, enfin voilà, l'élève qui avait 12, quoi, enfin classique, à l'élève vraiment en décrochage, en échec, mes 4 premières années de lycée, à l'élève excellente jusqu'à la fin de mon parcours universitaire. Et donc derrière, j'étais donc diplômée, j'ai tout de suite été embauchée sur un poste dès la fin de mes études. À l'époque, j'ai rejoint les hippodromes parisiens, donc j'avais un poste RH généraliste. Et par contre, j'ai toujours eu besoin dans ma carrière de changer. C'est-à-dire que au bout de 4 ans, j'ai quitté ce milieu-là pour rejoindre l'industrie, toujours dans les ressources humaines, mais donc du coup, j'ai travaillé en industrie. J'y suis restée 3-4 ans aussi. Après, j'ai rejoint les chambres de métiers. Maintenant, je suis sur une chambre de métiers régionale. Enfin voilà. Du coup, ma carrière, elle s'est faite naturellement. J'ai mon diplôme depuis 15 ans maintenant, et ma carrière, elle s'est faite naturellement entre je suis rentrée chargée RH et être DRH aujourd'hui à 35 ans. J'avais jamais imaginé que ça serait le cas. Pour moi, être DRH, c'était le Saint Graal. Et je savais même pas si dans ma carrière, j'arriverais à l'être. Et en tout cas, si je l'étais, je l'imaginais pas avant 45, 50 ans. Voilà, à 35 ans, j'ai été DRH. Une autre question qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu vois des aspects positifs à ton TSA, TDAH ? Est-ce que parfois, ça a pu être un super pouvoir sur certaines choses ? Alors, je dirais que j'y vois beaucoup plus d'aspects positif depuis que je le sais, bizarrement, peut-être parce que j'ai réussi à me l'approprier. Oui, je pense que dans ma vie, ça m'a valu beaucoup de souffrances intérieures, énormément, qui en plus n'ont pas été visibles de mon entourage proche, ou en tout cas pas visibles comme je le vivais, et donc pas compris à la hauteur du mal-être. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être très douloureux pour moi. Mais à côté de ça, bizarrement, de devoir autant me suradapter, je pense que ça, malgré tout, était une force aujourd'hui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est une force parce qu'aujourd'hui, je suis capable de... Même maintenant que je sais ce que je suis, je sais que je peux m'adapter à tout. Donc oui, pour moi, il y a des aspects très positifs. Pour passer un peu sur un autre sujet, donc les personnes autistes souffrent souvent d'autres troubles psychologiques ou somatiques, et d'ailleurs souvent pour les femmes, elles seront bien davantage diagnostiquées dépressives, bipolaires, borderline, anxieuses, anorexiques, avant que les professionnels pensent à l'autisme. Pendant la préparation du podcast, tu m'as dit que tu t'étais toi-même considérée comme dépressive de naissance pendant longtemps, que tu étais quelqu'un de très anxieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect dépression, anxiété ? Alors, oui, alors moi, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que j'ai toujours été effectivement quelqu'un de timide, d'anxieuse, et effectivement quelqu'un de mélancolique dans la dépression, ce qui m'a valu ma première thérapie à 15 ans. Et j'ai longtemps cru qu'en fait, j'étais dépressive, et jusqu'à penser que j'étais même folle. Je me disais, mais attends, Laurine, tu as tout pour être heureuse. Faut pas non plus, faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis née dans un bon pays, j'ai un bon job, j'ai une famille, j'ai tout pour être heureuse sur le papier, et je ne le suis pas. Au point que, j'en parle avec assez de facilité, je pensais que je serais quelqu'un qui mourrait très jeune. Mais quand je dis mourrait jeune, c'est dans le sens où je me suiciderais. Mais je le vivais très bien. Attention, en fait, je me disais que la vie était tellement compliquée, que c'était tellement un obstacle, toujours des obstacles à surmonter, que peut-être qu'un jour je serais fatiguée de devoir surmonter ces obstacles, et ce jour-là, je m'autoriserais à reprendre ma vie. Mais c'est pas quelque chose que je dis pas ça dans un mode dépressif. C'était quelque chose en lequel j'étais en paix avec moi-même, mais qui pouvait être, pour les gens qui vivent avec moi, mon conjoint, pour les gens, mes amis très proches, c'est quelque chose qui pouvait être très dur à entendre. Mais c'était pas quelque chose qui me faisait peur. D'ailleurs, la mort n'est pas quelque chose qui m'angoisse. J'ai toujours pensé effectivement que j'étais dépressive, et que ma dépression fait qu'un jour, malheureusement, je me suiciderais. J'ai toujours pensé ça. Jusqu'à ce qu'il y ait l'anorexie. En fait, l'anorexie, moi, pour le coup, c'est cette comorbidité. C'est cette comorbidité-là, donc, qui a été le signal. Bizarrement, il a fallu que mon corps me lâche
parce qu'avec l'anorexie, c'est mental, mais c'est pas juste comme la dépression, c'est mental au point d'avoir la peau sur les os. C'est une expression, mais qui est vraie. Je veux dire, quand j'ai été hospitalisée, je faisais 46 kilos. Je fais 1m68, 46 kilos. Voilà, le ratio était pas bon, j'étais bien en dessous des normes. M'asseoir était devenu compliqué, puisque mes os du coccyx appuyaient sur les chaises, donc être assise était compliqué. Je pouvais passer mes mains dans mon bassin. J'avais abîmé mes reins, c'est-à-dire que je pouvais uriner du sang parce qu'en fait mes reins étaient abîmés. J'étais vraiment arrivée à un niveau de mon corps où ça devenait vital, cette hospitalisation. D'ailleurs, quand j'étais hospitalisée, ils m'ont sondé tout de suite. Ils m'ont nourri par sonde tout de suite. Ça a été vital. Donc, il a fallu qu'en fait, cette anorexie, je le souhaite à personne. Et bizarrement, c'est ça qui m'a sauvée. Je sais pas comment l'expliquer. Mais il a fallu que pour une fois, mon mal-être soit visible physiquement. Et c'est là que j'ai eu l'impression d'être entendue, en tout cas d'être... alors, je dis pas que j'étais anorexique pour qu'on m'entende, mais en tout cas, le fait que ça soit visible, mon entourage s'est tout de suite beaucoup plus inquiété, alors que ça faisait 35 ans que je disais que j'étais pas bien. Et il a fallu que j'arrive à un poids vraiment catastrophique, où ça devenait très compliqué tous les jours, pour que là, mes parents, mon conjoint, me disent, ils m'ont accompagnée pour l'hospitalisation, pour tout ça. Et moi, c'est vraiment cette comorbidité-là qui, au final, a déclenché tout le reste. Mais je me dis, si j'étais pas tombée dans l'anorexie, peut-être qu'aujourd'hui, je ne le serais toujours... à mon avis, je ne le serais toujours pas. Et je pense que toute ma vie aurait pu être... les prochaines années de ma vie auraient pu être complètement différentes, quoi. Tout comme si je l'avais su enfant, les 35 premières années auraient peut-être été différentes, mais tout comme si je l'avais jamais su, les prochaines années auraient pu être complètement différentes. Ouais. Et puis en plus, on en a parlé en préparant le podcast, mais en gros, t'as été donc hospitalisée en 2022 pour anorexie, mais c'était au moment où le haut de l'iceberg est sorti de l'eau, pour prendre une métaphore de Titanic, mais ça se construisait depuis des années, tout le dessous était déjà là. Pour le coup, moi, alors, déjà un iceberg, c'est réellement beaucoup plus gros en dessous qu'au-dessus. Déjà, scientifiquement, sur les vrais icebergs. Mais oui, mais alors là, moi, pour le coup, l'image est exactement bonne pour mon histoire. C'est-à-dire que je pense que pendant des années, effectivement, cette suradaptabilité, cette façon de me sentir différente des autres sans comprendre pourquoi j'étais différente, qui m'a créé tant de mal-être, ça a fait effectivement grossir tout cet iceberg sous l'eau. Enfin, voilà, cette partie immergée. Et puis, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, je pense que le fait d'avoir eu mon accident de cheval à une époque où mon conjoint travaillait loin, donc j'étais seule la semaine, au moment où j'ai eu mon poste de DRH, au moment où il a fallu que je prouve des choses professionnellement, en tout cas, j'ai eu l'impression que moi, je devais prouver des choses professionnellement. J'ai tellement eu l'impression de perdre le contrôle sur tout, et en fait, les médecins m'ont expliqué qu'à un moment donné, mon cerveau a tellement perdu le contrôle sur sa vie, puisque je me suis retrouvée à l'hôpital, médicalisée, sans mon fils, sans mon conjoint. Enfin voilà, ça a été très très dur. Et je pense que j'ai tellement tiré sur la corde qu'en fait, effectivement, là, la pointe de l'iceberg, à un moment donné, est sortie de l'eau. Et en fait, je suis tombée, effectivement, mon cerveau était obligé de re-rentrer dans le contrôle, et lui, il est rentré dans le contrôle de la nourriture, du nombre de calories, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, j'ai eu une descente qui a été... je veux dire, les 35 premières années de ma vie, où ça s'est construit petit à petit, là, pour le coup, la face émergée de l'iceberg est devenue très grosse en 18 mois. Et ta relation avec la nourriture, avant cette période d'anorexie, elle était comment ? Alors, ma relation avec la nourriture, elle a toujours été particulière. Il y a ma relation avec la nourriture, il y a ma relation avec mon physique aussi. C'est deux choses qui sont... il faut dissocier les choses. C'est-à-dire que j'ai jamais été fine. J'étais dans la norme quand j'étais plus jeune. Moi, je me trouvais un peu ronde. Je flirtais dans les IMC, entre normal à légèrement surpoids. Enfin, rien de catastrophique. En plus, les gens me disaient toujours que j'étais plutôt bien proportionnée. Donc... Et puis, mais j'ai toujours eu un regard très, 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 très critique sur mon corps. J'ai toujours eu beaucoup de comparaisons moi, je me suis beaucoup comparée physiquement aux autres. Enfin, voilà. J'ai toujours eu un rapport avec mon corps très particulier. Et j'ai l'impression que j'ai toujours fait cherché à faire des régimes, du coup. Enfin, je faisais yo-yo. C'est-à-dire, des fois, j'arrivais à perdre 2-3 kilos, mais je reprenais 5. Enfin, voilà, c'était des choses...
Comme ça, en sachant que j'ai ma maman qui est obèse, qui est aujourd'hui considérée en obésité morbide, qui a également, que j'ai toujours vu dans cette phase de régime, parce qu'elle a aussi, elle, toute sa vie oscillé entre des grosses pertes de poids, des reprises de poids. La nourriture est quelque chose qui a toujours été un sujet chez moi. Le poids, la nourriture, le physique. Je ne pourrais même pas dire le nombre, je pense qu'on pourrait le dire en milliers de fois, le nombre de fois où on m'a dit « Laurine, rentre ton ventre sur les fesses ». Faut paraître plus mince, plus élancé, on rentre son ventre. Enfin, d'enfant, on me disait ça. Donc voilà, mon corps est quelque chose qui m'a toujours perturbée. Et du coup, voilà, ça a créé chez moi un rapport avec la nourriture au-delà de la partie sensorielle de ce qu'on disait tout à l'heure ou olfactive. J'ai toujours vu la nourriture comme ce qui faisait grossir. Pas comme ce qui nous permettait d'être debout et de vivre, mais comme ce qui faisait grossir. Donc ça, il y avait déjà très longtemps que je comptais les calories. Alors, j'étais pas obsédée, c'est-à-dire que c'était pas un contrôle, mais j'essayais toujours, voilà, d'être dans un nombre de calories un petit peu en dessous de ce qu'on attend, et jusqu'à effectivement que je tombe vraiment dans du contrôle très très compliqué. Après, j'ai une addiction, et quand je dis j'ai, parce que je l'ai aujourd'hui toujours, par contre je me soigne, mais la partie laxative est quelque chose de très importante pour les anorexiques. J'en prends depuis que j'ai 20 ans, je pense. Voilà, j'ai toujours eu ce rapport-là, ça a toujours été présent avant même qu'on parle d'anorexie. J'ai eu des troubles alimentaires depuis. Les médecins ont jugé mes troubles alimentaires, ils ont dit que ça faisait 15-20 ans que je les avais. Et généralement, d'ailleurs, quand les gens sont hospitalisés, c'est pas parce qu'ils sont anorexiques depuis quelques mois, c'est effectivement des troubles alimentaires qui ont duré des années jusqu'à tomber sur soit de l'anorexie, soit de la boulimie, soit de l'hyperphagie, parce que sur les troubles alimentaires, il y a plusieurs phases, mais ils ont toujours été présents, je pense, dans ma vie, oui. Et donc, on t'a clairement dit qu'il y avait un lien entre ton autisme et l'anorexie. Alors en fait, il est prouvé aujourd'hui effectivement qu'un pourcentage de femmes autistes assez important, donc effectivement souffrent d'anorexie. C'est une comorbidité assez importante. C'est ce côté contrôle. Ce côté et moi, l'anorexie, c'est vraiment déclenché. Alors, comme on l'a dit, j'avais déjà des troubles alimentaires, mais la partie anorexie s'est déclenchée quand j'ai eu une perte de contrôle sur ma vie personnelle et professionnelle. Voilà, mon cerveau, lui, a basculé contrôle, nourriture. Et en fait, c'est contrôle. Je contrôlais exactement ce que je mangeais. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu un focus sur le diagnostic. Comment il a impacté ta vie depuis le diagnostic. Tu t'es fait diagnostiquer lorsque tu étais hospitalisée pour anorexie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'est passé ton diagnostic TSA-TDAH ? Oui, alors c'est quelque chose vraiment qui m'est tombé dessus un petit peu, j'ai envie de dire ça, que j'étais hospitalisée. La première semaine, j'ai eu cette sensation que je ne comprenais pas ce que je faisais là, dans le sens où j'avais l'impression de voir personne. C'est-à-dire que je voyais les médecins rentrer, sortir, mais j'avais pas spécialement eu de rendez-vous avec le nutritionniste, avec la psy. Je comprenais pas trop. Enfin voilà, on faisait pas de retour sur ce que je mangeais pas. J'avais aucun retour pendant une semaine. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je comprends pas. Je serais bien mieux aller travailler. J'ai rien à faire d'être là. Enfin voilà, j'ai eu un peu de mal à décrocher du boulot, je l'avoue. Et donc du coup, pendant une semaine, j'étais un petit peu un lion en cage. Et d'ailleurs, je disais à mes parents, mais je vais pas tenir. À mon conjoint, je vais pas tenir, je vais sortir. Et après, les médecins m'ont même dit eux-mêmes qu'ils avaient pensé à un moment que je ne tiendrais pas la première semaine. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai eu la psy qui un jour m'a donné un vrai rendez-vous. Et en fait, on parlait. Et puis, à un moment donné, je lui dis justement, en fait, j'ai l'impression que je suis un caméléon, que je dois toujours faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour paraître normal. Et je lui ai dit cette phrase la plus banale du monde. Et donc, elle me regarde avec un sourire assez prononcée, et elle me dit, dans toutes les thérapies que vous avez pu faire, est-ce qu'on vous a déjà diagnostiqué quelque chose de bien particulier ? Est-ce on a déjà mis un mot sur votre mal-être ? Et en fait, je lui dis, non. Et puis, je me souviens qu'après mon accident de cheval, j'ai fait de l'équithérapie pour essayer de réapprendre la relation avec les chevaux, et que la thérapeute qui m'avait fait ça m'avait dit un jour, mais alors c'est passé aussi vite qu'elle l'a dit, oh c'est marrant Laurine, je trouve que vous avez des traits communs au spectre autistique. Elle m'avait dit ça comme ça. On n'a pas creusé, je ne me même pas sûre d'avoir relevé à l'époque. Et en fait, quand la psy m'a posé la question, ça m'est revenu en tête. Donc, je lui dis cette phrase, et là, pour le coup, elle sourit encore plus, et elle me dit, nous y voilà. C'est très normand, le nous y voilà. C'est de ça que je voulais parler avec vous. Effectivement, elle me dit, nous, ça fait une semaine que le corps médical, tout métier confondu, que toutes les infirmières
on vous observe très attentivement. Et aujourd'hui, nous pensons effectivement que vous pourriez être concerné par le spectre autistique, par un trouble du spectre autistique. Et avec votre accord, on aimerait que vous puissiez être testé. Alors là, il faut quand même se dire qu'on a 35 ans, que j'avais une vision de l'autisme complètement faussée, comme je pense énormément de monde. Alors encore plus sur l'autisme au féminin, qui est encore différent de celui... Déjà, j'avais qu'une vision de l'autisme. On a les caractéristiques masculines, et pour le coup, des autistes avec une déficience intellectuelle, ou alors, à contrario, avec une intelligence incroyable, mais sans relation sociale, enfin, comme on peut voir dans les films, dans les séries, voilà, j'avais une vision assez péjorative de l'autisme. Pour moi, c'était c'était vraiment un handicap. Enfin, c'était péjoratif. Donc, quand elle m'a dit ça, bon, il faut accuser le coup. Après, je pense que j'ai eu besoin quand même, malgré tout, de me faire tester. Enfin, et elle m'a dit, elle m'a proposé une lecture. Elle m'a dit, on a une BD qui s'appelle La différence invisible. On va vous la prêter, vous la lisez. Et puis, quand vous l'aurez fini de la lire, on en reparle. Donc, effectivement, ils m'ont prêté le livre. Je l'ai lu dans la nuit. Enfin, j'ai lu tout le gros livre dans la nuit. Et le lendemain, quand ils sont venus me voir, elle me dit, alors, est-ce que vous avez lu le livre? Donc, je lui dis oui. Et elle me dit, alors, je lui dis, c'est pas possible, on a écrit ma vie dans ce livre. Enfin, alors, pas à 100%, mais je me retrouvais dans tellement de situations qui étaient décrites par cette femme qui elle-même avait été diagnostiquée sur le tard et qui racontait aussi sa vie. Et je m'y retrouvais à 80%. Enfin, c'était impressionnant. Enfin, vraiment impressionnant. Et donc, je lui dis, ok, je suis d'accord pour me faire tester. Donc, du coup, j'en ai parlé à mon entourage, à mon conjoint, à mes parents, qui tous n'y ont pas cru, en me disant, mais n'importe quoi, t'es pas autiste. Enfin, non, enfin, t'as rien d'autiste, t'es pas autiste, t'as vu la vie que t'as été mariée, divorcée, t'as un nouveau conjoint, t'as un enfant, t'as un travail. Enfin, j'ai pas la vie qu'on imagine d'un autiste. Donc j'ai fait les tests. Donc les résultats sont tombés quelques jours après. Il y avait aucun doute. Donc quand elle est venue m'annoncer les résultats, j'étais seule dans ma chambre et elle m'a dit que voilà, elle me dit voilà, vous êtes réellement vous avez un trouble autistique de haut niveau. Elle me dit anciennement appelé donc Asperger. Elle me dit sans déficience intellectuelle avec une phobie sociale très présente et une suradaptabilité très importante. Donc, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôpital avec ce diagnostic. J'ai voulu joindre mon conjoint tout de suite. Et en fait, il était en réunion, il n'a pas pu me répondre. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un SMS en lui disant « Les résultats sont tombés, je suis autiste ». Et en fait, entre-temps, j'avais été sur Internet lire plein de choses où je me retrouvais. Enfin, vraiment, je me retrouvais. Et donc, je lui ai envoyé les liens. Et en fait, il m'a rappelé après avoir lu ce que je lui avais envoyé. C'est-à-dire qu'il a lu que je disais que j'étais autiste, il a lu et en fait, il m'a rappelé en me disant, effectivement, tout ce que tu m'as fait lire, c'est toi. Donc, même lui, tout de suite, n'a jamais remis en cause le diagnostic, parce qu'il m'a dit, c'est toi. Et mes parents, c'est pareil, c'est-à-dire que mes parents ont été surpris, très surpris, différemment, parce que je pense que mon père est peut-être quelqu'un qui a aussi lu certaines atypies. On dit généralement qu'il y a une partie un petit peu quand même héréditaire, il y a un côté génétique. Donc si c'était le cas chez moi, je pense que ça viendrait de mon côté paternel. Donc il l'a dit d'ailleurs une fois en disant moi ça m'a jamais trop choqué parce que je fais pareil. Et ma mère, elle a eu plus de mal à comprendre, à voir que je pouvais être autiste. Alors bien sûr, je lui ai fait lire aussi des choses, mais ça a été plus, non pas qu'elle en a souffert, mais ça a été plus compliqué à se dire que oui, c'était bien ça. À l'admettre, ouais. Oui. Et au-delà de ta famille, est-ce que tu en as parlé à d'autres proches, à qui tu as choisi de le dire, de pas le dire? Alors, ça a été les montagnes russes, après le diagnostic. C'est pas... Là, maintenant, il y a j'ai un an de recul, mais ça a été les montagnes russes. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir ce diagnostic hospitalisé. C'est-à-dire que j'imagine les gens qui ont ce genre de diagnostic qui rentrent chez eux dans leur voiture après, personne pour qui parler. Ça doit être très dur. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée d'un corps médical, de psychologues, de psychiatres pendant des semaines qu'on suivit, puisque je me faisais en parallèle soigner pour l'anorexie. Mais ça a été les montagnes russes. Donc, moi, effectivement, j'en ai parlé tout de suite à mon conjoint. J'en ai parlé tout de suite à mes parents. J'ai eu mes amis proches qui venaient me voir à l'hôpital, à qui je l'ai dit. Ils ont tous été surpris. Alors, à différents degrés. Il y en a qui ont été très surpris, d'autres qui m'ont dit, au final, avec le recul, ça me surprend pas. Enfin, voilà. Il y a eu pas de réaction négative, pas du tout, aucune.
Moi, par contre, je me suis mis à lire énormément sur le sujet pour comprendre l'autisme. Vraiment, j'ai lu tout ce qui pouvait se lire, je pense, sur l'autisme au féminin. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu différentes phases qui ont été un peu plus compliquées. Ouais, est-ce que tu peux en dire plus sur, justement, donc ta première réaction, ça a été boulimie d'informations, et après, comment ça a évolué? Ma première réaction, c'est boulimie d'informations et un soulagement. Vraiment, j'ai jamais remis en cause le diagnostic. Je l'ai toujours vu comme la donnée qui manquait pour comprendre ma vie. Comme si pour la première fois de ma vie, je voyais le monde avec les vraies lunettes. En tout cas, je voyais ma vie avec mes vraies lunettes et pas avec des lunettes qui ne me correspondaient pas. Et en fait, c'est venu m'expliquer tellement de choses dans ma vie, vraiment, de façon incroyable, que au départ, ça a été un soulagement en me disant, mais en fait, je suis pas folle. Je ne suis pas folle, je suis vraie. Et ce que je prenais pour de la folie, c'était juste que je savais que j'étais différente des autres. Mais que, oui, effectivement, j'avais un trouble autistique et que j'étais vraiment différente des autres et que c'est normal que je réagissais pas pareil, c'est normal que je voyais pas le monde différemment, c'est normal que j'avais certains besoins que les autres n'avaient pas ou au contraire, que j'avais des besoins que j'ai pas. C'était normal parce que j'étais pas comme eux. Donc, je n'étais pas folle. Mais du coup, je me suis dit, si je suis pas folle, ça se trouve, je vais pas mourir jeune. Enfin, il y a même eu des choses comme ça. Et quand je dis que derrière, il a fallu, ça a été les montagnes russes, c'est-à-dire que voilà, la première semaine, ça a été cette délivrance. La deuxième semaine, j'ai eu un peu de colère. Enfin, un peu beaucoup de colère, en toute franchise, pour le coup, envers mon entourage familial. Alors pas que je j'aurais pas exprimé à eux la colère. C'est-à-dire que moi, intérieurement, j'ai eu beaucoup de colère dans le sens où je me suis dit, ça fait 35 ans qu'ils ne s'en sont même pas aperçus. Ils vivent à côté de moi depuis 35 ans ou depuis quelques années pour mon conjoint et personne ne s'est aperçu à quel point j'étais malheureuse, à quel point intérieurement je souffrais, à quel point j'ai dû m'adapter. Et en fait, je repensais à toutes ces choses. L'histoire de persil que ma mère mettait partout alors que c'était pour moi une phobie totale. Enfin, j'ai pensé à toutes ces choses qu'on m'avait forcé à faire, alors de façon inconsciente, mais qui avaient été tellement douloureuses pour moi. J'ai eu de la colère. Vraiment, j'ai eu une phase de colère. Ensuite, je suis passée par une phase qui a été plutôt une phase de « mais qui je suis ?» Parce que, en fait, ça fait 35 ans, effectivement, que je m'adapte aux autres, que je fais ce qu'on attend de moi et ce que je fais ce qu'on attend de la société. Mais moi, Laurine, est-ce que Laurine, elle voulait être RH? Est-ce que Laurine, elle voulait avoir des enfants? Est-ce que Laurine, elle voulait se marier? Et en fait, je repensais, quand j'étais petite fille, je disais toujours, moi, je me marierai jamais, j'aurai pas d'enfants, j'en voulais pas, je rêvais d'être archéologue. Enfin, j'ai pas du tout la vie que je voulais enfant. Donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, je suis passée à côté de qui j'étais et ma vie aujourd'hui n'est qu'une vie que je vis parce qu'il faut la vivre et c'est pas celle qui me rend heureuse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. C'est-à-dire que j'ai remis mon couple en question en me disant, mais ça se trouve, je suis avec cette personne, alors que en réalité, on va pas ensemble, on n'est pas compatibles. J'ai eu aussi un regard assez dur sur mon rôle de mère. Parce que je me suis dit, mais j'ai eu un enfant, ça se trouve, c'est juste parce que j'étais mariée, que j'avais 28 ans et que quand on est marié, qu'on a 28 ans, la société attend de nous qu'on ait un enfant. Et donc, du coup, je me suis dit, mais moi qui voulais pas d'enfant, qui trouvais que c'était un acte égoïste, même moi, je l'ai fait. Je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais est-ce que... et en fait, là-dessus, il y avait un professionnel qui a eu des mots... qui ont été pour moi très importants et qui m'ont fait un bien fou, notamment sur cette histoire de rôle parental. Il m'a dit, vous savez, Madame Lemestre, les meilleures choses ne sont pas toujours dues aux meilleures décisions. Les plus belles choses qui peuvent nous arriver dans la vie ne sont pas toujours dues aux plus belles décisions. Et en fait, ce qu'il voulait me dire par là, c'est que peut-être que la décision d'avoir mon enfant n'était peut-être pas due à un besoin ou à une envie personnelle, mais plutôt à ce besoin de me conformer à la norme. Mais aujourd'hui, il m'avait donné la plus belle chose au monde, mon fils. Voilà, et je trouve que cette phrase, bizarrement, elle m'a fait un bien, mais énormément. C'est-à-dire que oui, effectivement, peut-être que j'ai fait des choses pour me conformer, mais c'est pas pour autant que tout ce que ça a créé, la vie que ça a créée n'est pas belle. Donc voilà, ça m'a permis de faire un bon cheminement sur ça. Et puis après, une des phases aussi qui est importante pour moi, et ça faisait assez rire le corps médical
qui m'accompagnait. C'était plutôt sur la fin, ça. J'étais en mode rébellion. En mode rébellion dans le sens où je trouvais ça inadmissible qu'on ne teste pas tous les enfants à l'autisme, notamment les femmes. Pour moi, limite, il fallait les tester à la naissance parce que ça crée un tel mal-être derrière qu'il fallait se saisir de la cause, que je voulais me saisir de la cause et que j'étais à 2 doigts de faire un courrier à Emmanuel Macron pour lui parler du sujet. J'ai eu une phase où j'ai eu envie de révolutionner le monde. Et puis après, quand je suis sortie de l'hôpital, ça s'est calmé. Enfin voilà, ça s'est calmé. Avec le recul, justement, une fois sortie de l'hôpital, une fois à nouveau dans ta vraie vie, quel a été l'impact de ce diagnostic sur ta vraie vie ? Alors au départ, bizarrement, ça m'avait hyper touchée, occupée intellectuellement pendant ces 5-6 semaines d'hospitalisation. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai tout de suite repris ma vie normale. Et en fait, c'est comme si j'ai rapidement fait abstraction de ce diagnostic. Et en fait, il y a eu un moment donné où je me suis rendu compte que j'étais malheureuse de la façon dont je vivais et que j'avais d'autres besoins. C'est-à-dire que je me suis autorisée, je pense, à écouter mes autres besoins. Et donc, petit à petit, effectivement, j'ai adapté ma façon un peu de vivre, ma façon de m'assumer en tant que telle, et justement mes besoins de solitude, mes besoins de ressources, tous ces besoins-là, je les ai un peu de plus en plus donc intégrés dans un premier temps dans ma vie personnelle. Et puis, quand j'ai commencé à personnellement, je pense, bien vivre la chose, je crois que j'ai eu besoin à un moment donné professionnellement aussi d'être en raccord avec moi-même, d'assumer aussi cette partie-là. Après, c'est pas facile de l'assumer au boulot parce que, encore une fois, l'autisme, c'est vu comme quelque chose d'handicapant, comme quelque chose de péjoratif. Il y a un côté honteux. Enfin, je vais pas en mentir, c'est-à-dire que j'avais un peu honte que les gens le découvrent. Enfin, en tout cas, ce que je pouvais avoir honte, c'était que les gens l'interprètent mal. C'était pas qu'ils découvrent que je suis autiste parce que j'ai pas honte d'être autiste, c'était qu'ils interprètent mal ce que j'étais. Donc du coup, ça, j'ai beaucoup moins, au sein de mon entreprise, j'ai beaucoup moins communiqué. Alors un peu plus sur des collègues qui étaient devenus des amis, parce que des fois on a donc c'était plutôt la sphère privée. Et puis il y a, je sais pas, peut-être 4-6 mois après la fin de mon hospitalisation, je m'entends très bien avec mon directeur. Hein, on a une relation. On a une très bonne relation de travail, c'est quelqu'un d'humain. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup inquiété pour moi au moment où j'avais été hospitalisée. J'avais pas donné les raisons de mon hospitalisation, j'avais plutôt parlé de mes problèmes de reins, plutôt que de donner la raison de l'anorexie. Et c'était quelqu'un de bienveillant. Et j'ai eu ce besoin d'être transparente avec lui. Je me disais, je peux pas le laisser s'inquiéter ou s'imaginer des choses. Je lui ai parlé de mon anorexie et de mon autisme. Alors, il a été très surpris. Et d'un autre côté, il en a pas fait cas plus que ça, c'est-à-dire qu'il a été très surpris, mais il l'a très vite vu comme quelque chose de normal. Donc c'est devenu un non-sujet entre nous, en fait. Ça n'a pas changé notre relation de travail. Et puis ensuite, j'ai eu ce besoin, moi, de me saisir personnellement de cette cause. J'ai eu cette envie de travailler quand même sur la cause de la santé mentale et de l'autisme et de l'anorexie. À un moment donné, je pense que je me suis mis à partager des choses. Ça a pu commencer peut-être un peu à se voir. Je partageais des choses sur l'autisme, donc je pense que peut-être, ou peut-être pas, des gens ont peut-être commencé à se poser des questions de pourquoi j'avais changé un petit peu ma communication. Et puis, il y avait très longtemps que je suivais l'Optimisme, le site l'Optimisme, bien avant que tout cela m'arrive. C'est Catherine Testa, donc qui est la créatrice de ce site. C'était quelqu'un qui m'avait toujours impressionnée. Enfin voilà, j'aimais beaucoup son parcours de vie, sa philosophie de vie. C'est quelqu'un qui m'impressionnait. Et je la suivais sur les réseaux, et puis il y a quelques mois de ça, elle a fait un post en disant que elle allait travailler sur un atelier sur la santé mentale, une table ronde, et que elle aimerait avoir des professionnels pour animer avec elle, notamment des gens RH. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à son post. Je lui ai écrit. Rapidement, elle m'a proposé qu'on échange par téléphone. On a commencé à échanger, à monter cette table ronde. J'ai travaillé avec elle sur d'autres projets, jusqu'à ce qu'elle me demande un jour si j'étais prête à faire une interview écrite qui allait être diffusée sur les réseaux sociaux pro et qui là, du coup, pouvait potentiellement avoir une retombée sur mon entourage professionnel. Je me suis beaucoup interrogée. Est-ce que j'étais prête, pas prête ? C'était pas une question est-ce que j'en avais envie, pas envie. C'est est-ce que j'étais prête ou pas prête à assumer.
On en a parlé avec mon conjoint et puis j'avais envie. Moi, j'en avais envie et je me suis dit, Laurine, tu ne peux pas te saisir de la cause de la santé mentale, tu ne peux pas te saisir de la cause de l'autisme si tu n'assumes pas ce que t'es. Pour moi, c'était impossible. C'est comme si je disais aux gens, osez être ce que vous voulez, portez la parole, mais surtout, pour moi, on n'en parle pas. Enfin, ça aurait été pour moi complètement égoïste et complètement à l'opposé de ce que je voulais justement envoyer comme message. Et donc, du coup, j'ai accepté de faire cette interview. Là, pour le coup, j'ai voulu être transparente jusqu'au bout. Donc, j'en ai même parlé dans le réseau des chambres de métier. En fait, nous, on a un président. On a un système avec des présidents, avec un bureau. Et donc, j'en ai parlé à mon président parce que je voulais que ma fonction soit associée à mon interview. Donc, je voulais qu'il soit d'accord pour que la chambre de métier soit citée. Je n'ai pas voulu leur faire sans les prévenir. Donc, je l'ai informé. Il a été, lui, très surpris. Je me souviens qu'il m'a dit... c'est une caméra cachée, Laurine, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Et voilà, on a parlé de l'anorexie. Enfin, quelqu'un de très ouvert, très humain, qui a très bien compris aussi et qui tout de suite m'a dit, mais moi, j'ai aucun problème, vous pouvez communiquer en tant que Laurine Lemestre, que vous êtes DRH de la CMA Normandie, j'ai pas de souci. Enfin, voilà, quelqu'un qui tout de suite m'a donné son autorisation. Et donc, du coup, j'ai fait la fameuse interview avec Catherine Testa et Eva, qui est une de ses collaboratrices, une interview hyper bienveillante où elles m'ont posé pas mal de questions. C'était pour la première fois pour moi quelque chose où je parlais à voix haute d'un sujet très personnel que j'avais mis pas mal de temps moi aussi à m'approprier. Et le jour où l'interview est sortie, je le savais, je connaissais la date, j'étais hyper angoissée. J'avoue que j'étais très, très, très angoissée. Donc, l'interview est parue. Et en fait, les retours ont été favorables. Je n'ai eu aucun retour négatif. J'ai des gens, du coup, de mon travail qui se sont mis à liker ou à commenter l'entretien, enfin l'interview. Donc là, je me suis dit, bon, donc si eux et je sais comment fonctionne LinkedIn, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va sur les murs de tout le monde. Donc je me suis dit, bon, là, Laurine, c'est parti. Le premier jour, je pense que j'ai dû regarder mes pieds à chaque fois que je sortais de mon bureau et dès que quelqu'un me parlait, j'imaginais qu'il était au courant et j'avais l'impression d'être toute nue. Enfin, c'était assez particulier, alors que ils étaient sûrement pas au courant. Enfin, c'était moi cette impression d'être à nu en fait devant les gens. Et au bout de 24 heures, j'ai moi-même republié l'article. Il m'a fallu 24 heures pour republier l'article et j'ai voulu le republier en me l'appropriant. C'est-à-dire que je l'ai pas juste republié, j'ai fait un post dessus en expliquant des choses personnelles et là aussi j'ai eu des retours très positifs. Et là pour le coup, effectivement, ça s'est su dans mon entreprise. Mais j'ai eu en tout cas en face à face jamais une remarque négative. Les gens ont été bienveillants, les gens m'ont fait plutôt part d'admiration. Je sais que le mot admiration est apparu plusieurs fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais d'oser en parler, enfin voilà, c'est des choses, j'ai eu des retours positifs, j'étais très agréablement surprise. Et en fait aujourd'hui, ça n'a rien changé dans mes relations de travail. Je peux comprendre l'admiration parce que je pense que tellement de gens ont des sujets dont eux n'osent pas parler. Quand quelqu'un ose parler, en fait, il y a un côté très salvateur pour tous les autres aussi. En fait, j'espère. C'est-à-dire que moi, le but, c'est pas de parler de moi. Le but, c'est de montrer qu'on a tous des failles et qu'on est tous différents et que on peut malgré tout avoir un travail, une vie et qu'on a le droit aussi de pas être bien de temps en temps. On va avancer un peu sur un des derniers sujets qui est notamment le traitement, le soin. Donc, tu nous as déjà dit que tu avais fait de nombreuses thérapies, ils n'avaient pas forcément mis le doigt sur l'autisme, ça a mis du temps. Moi, je voudrais comprendre, je sais que pour le TDAH, il y a des médicaments. Est-ce que tu as choisi de prendre ces médicaments? Et si oui, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Et sinon, pourquoi? Alors en fait, c'était pas la première fois que j'étais médicamentée, même avant d'avoir les diagnostics, plus que comme je vous l'ai dit, il y a eu tout un parcours un peu dépressif. C'est quelque chose où quand j'ai été diagnostiquée, j'étais déjà sous antidépresseurs, notamment pour la partie anorexie. Et effectivement, quand le TDAH a été diagnostiqué, la psychiatre m'a posé la question. Effectivement, tout de suite, elle m'a dit qu'on avait deux solutions. On avait soit une solution qui était des thérapies, des choses pour nous aider à gérer, pour nous aider à compenser, où on avait effectivement des médicaments qui n'étaient pas magiques, attention, mais qui permettaient en tout cas de nous permettre à notre cerveau de se réguler
plus facilement, de ranger un petit peu les petites cases dans les bonnes cases, parce que moi j'ai un cerveau qui fonctionne comme une étoile. Enfin, c'est-à-dire que je pars d'un point, je vais dans un autre, je reviens. Enfin, il s'arrête jamais, il va tout le temps à 1000 à l'heure. Je fais des rapports sur tout, et du coup, je suis quelqu'un qui peut couper la parole aux gens assez régulièrement. Je suis quelqu'un qui va oublier de quoi je parle, qui va changer d'un sujet à l'autre. Enfin, qui va, voilà, ça peut être assez dur de me suivre, et même assez dur de travailler avec moi, parce que voilà, je vais tout le temps partout. Et donc, du coup, quand elle m'a parlé de ce traitement, elle m'a dit que ça m'aiderait. J'avoue que sur le moment, j'ai même pas réfléchi. Je lui ai dit, je veux le traitement. Parce que je lui ai dit, j'ai passé 35 ans à souffrir. Et si aujourd'hui, je peux avoir un médicament qui me fait l'effet assez rapidement, eh ben, je prends la facilité, entre guillemets, je prends le médicament. Donc, j'ai pris le médicament tout de suite. Quand je suis sortie de l'hôpital, donc du coup, j'ai eu pour la première fois de ma vie un suivi psychiatrique, puisque jusque-là, j'avais un suivi psychologique. Donc, on est encore en phase d'adaptation, hein. On est encore en train de voir comment adapter les traitements. Ça se passe bien. Donc, c'est un traitement qui est considéré comme une drogue d'un point de vue pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il est délivré via une ordonnance particulière, il faut le commander, c'est assez référencé, on ne nous le donne pas comme ça. Il y a vraiment un suivi très très particulier. Et en fait, nous, il a été décidé que comme ce traitement ne crée pas de dépendance, c'est la chance de ce traitement, on a fait le choix avec mon psychiatre que je ne le prenne que les jours où je travaillais. C'est-à-dire que je ne le prends pas le week-end, je ne le prends pas pendant les vacances, sauf si je vais avoir besoin de faire quelque chose où effectivement il faut une concentration, je vais le prendre, mais sinon je ne le prends pas le week-end. Par contre, il m'aide la semaine, ce qui fait que le week-end, quand je le prends pas, je suis très fatiguée. C'est pour ça que je suis encore en phase d'adaptation, on est encore en train de voir si cette molécule-là est la bonne, parce qu'il y a d'autres molécules, moi je suis sur le Concerta, mais il y en a d'autres. Et au-delà de la thérapie et des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis d'aller mieux ? C'est très important pour moi de me rendre compte que même si c'est méconnu du public, il y a une communauté de femmes autistiques. Elle existe, elle est présente, il faut juste la voir, avoir les bonnes portes d'accès. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé les bonnes portes, donc je suis toutes ces personnes. Je commence aujourd'hui à interagir avec elles, à échanger. Je commence à avoir mon propre réseau avec ces personnes-là. Donc je sais que je suis pas seule, je sais qu'ils sont comme moi. C'est d'ailleurs un plaisir d'échanger avec toutes ces personnes. J'ai pas eu par contre ce besoin de suivre une thérapie avec un psychologue, ça j'en ai pas repris, donc j'ai suivi avec mon psychiatre. J'ai par contre commencé moi à prendre part aussi à un groupe de parole. Donc c'est un groupe de parole qui se tient une fois par mois, animé par la psychiatre qui m'a diagnostiquée. Et en fait, toutes les personnes qui sont présentes sont des gens à peu près de mon âge, à peu près, je pense qu'on est tous entre la trentaine et quarantaine, et on a tous été diagnostiqués sur le tard. Donc en fait, nos échanges tombent plus sur comment sur le tard maintenant adapter sa vie avec cette nouvelle donnée. C'est plutôt sur cette façon-là qu'on échange beaucoup, même si on a tous des chemins de vie différents, même si on a tous, on se retrouve sur certaines choses. Donc c'est agréable et de pouvoir dire les choses. Et des fois, il y a des gens qui disent des trucs et je me dis oh, mais moi aussi, et que j'aurais jamais osé le dire. C'est-à-dire que j'ai envie de lever la main et de dire mais moi aussi, et moi j'aurais pas osé le dire, et je la remercie de l'avoir fait. Et des fois, c'est moi qui dis quelque chose et ma voisine m'a dit oh, mais moi aussi. Enfin voilà, c'est de se rendre compte que, encore une fois, on n'est pas seul. Et c'est très important, les groupes de parole, pour ça. On n'est pas seul, et ça m'a fait énormément de bien. Je viens de commencer, là c'est tout récent, je viens de commencer une thérapie cognitive et comportementale. Là, c'est plutôt pour la partie liée à mon anorexie. Alors, aujourd'hui, je suis une anorexique à poids normal. J'ai repris 12 kilos depuis un an. Mais par contre, je suis toujours intérieurement... j'ai toujours mon même problème de perception et ma dysmorphophobie qui est très très présente et qui peut être pour moi très handicapante et vraiment peu compréhensible des autres, parce que là où les gens voient une jeune femme qui fait du 38, moi j'imagine quelqu'un d'énorme dans ma tête. Donc voilà, ça peut être un peu en décalage et il peut avoir du mal à comprendre. Et donc du coup, on en a beaucoup parlé avec mon psychiatre parce que c'est quelque chose qui me fait très très mal. Il y a certains jours, j'ai même du mal à sortir de chez moi. Il y a certains jours où quand les gens me regardent, je me dis, ça se trouve, ils sont en train de penser que je suis enceinte. Des choses, mais qui sont complètement, je le sais, pas rationnelles du tout, mais je maîtrise pas. Et donc la thérapie cognitive et comportementale, qui est une thérapie brève, et en fait elle va venir effectivement travailler que sur cette partie dysmorphophobie, appropriation de mon corps, la perception de mon corps et l'acceptation de soi. Donc voilà, là on vient de commencer, donc je peux pas dire en tout cas les résultats parce que c'est quelque chose qui vient de se mettre en place, mais voilà, c'est quelque chose que je viens d'actionner aujourd'hui pour m'aider
à m'accepter. Super intéressant. Une autre question qui me taraude un peu, c'est justement, est-ce que tu as beaucoup changé dans ta vie depuis le diagnostic? Est-ce que tu camoufles moins ou finalement est-ce que tu camoufles toujours tout autant, juste tu en as conscience donc c'est moins douloureux? Je pense, en tout cas peut-être que les autres ne le voient pas comme ça, mais moi, en tant que personne, j'ai complètement changé. Alors, je pense pas que j'ai changé, je me suis autorisée à être complètement moi-même. C'est différent, attention. Mais voilà, il m'a fallu 1 an, hein, c'est quelque chose qui vraiment m'a pris du temps. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus maintenant que même mon entourage professionnel est au courant, pourquoi je le cacherais? Tout le monde le sait de toute façon. Et en fait, c'est ce qui fait ce que je suis. Après, on m'accepte ou on m'accepte pas. Et j'aurais envie de dire que les gens qui acceptent pas ce que je suis, j'ai un peu de peine pour eux parce que ça veut dire qu'ils ont du mal avec la différence. Mais voilà. Mais après, on peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Et moi, il y a des gens que j'apprécie pas. Enfin, je peux comprendre aussi. Mais si des gens m'acceptaient pas parce que j'assume mon autisme, là, je serais plus embêtée pour eux. C'est ce que je veux dire. Non, je pense que je suis une autre personne. Je suis une autre personne parce que je m'autorise à dire toutes les choses que j'ai toujours pensées un peu bizarres. Ma façon de voir le monde, toutes les questions que je peux me poser. Oui, je pense que je suis devenue une personne différente dans le sens où je pense que je n'ai plus cette mélancolie. Je ne sais pas si la dépression m'a quittée. Je ne sais pas si j'ai été réellement dépressive. Donc, je suis toujours quelqu'un qui, malgré tout, voit effectivement le côté sombre de l'être humain, sombre du monde. Voilà, j'ai quand même cette... Mais pour moi, aujourd'hui, je suis une autre personne. Enfin, je montre officiellement qui je suis. Donc, pour les autres, je suis peut-être une autre personne. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être les interroger pour voir comment eux me trouvent différente. Mais moi, en tout cas, hormis mon gros problème de dysmorphophobie, voilà, je suis bien dans mes baskets. Alors, moi, je porte pas de baskets, je porte des talons, mais je suis bien dans mes talons. Écoute, c'est une belle conclusion. On va d'ailleurs doucement clôturer ce podcast avec une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités. Pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui? Pourquoi parler publiquement de manière générale et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de porter la voix de la santé mentale, de porter la voix de l'autisme, de l'anorexie, du TDAH, mais j'ai pas envie de le faire contre vents et marées et de façon n'importe... voilà, j'ai un cadre, je veux que ça soit fait de façon sérieuse, de façon bienveillante. Et en fait, pour moi, 35 ans à me demander qui j'étais, j'ai 35 ans de mal-être et vraiment j'appuie parce qu'un mal-être très très intérieur, très profond. Si j'ai une seule personne qui peut écouter ce podcast et se dire mais en fait, je m'y retrouve, elle a raison, je suis peut-être pas folle moi aussi, en réalité, et une personne puisse ne plus vivre de mal-être grâce à ce que je peux dire, mais je serais la plus heureuse du monde, quoi. Donc j'aurais tellement, moi, aimé entendre quelqu'un mettre des mots sur mes mots, que si mes mots à moi, M-O-T, peuvent soigner les mots M-O-X des autres, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup, Laurine, pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par le TSA, le TDAH, l'anorexie. J'espère aussi. Et puis, effectivement, si besoin, les gens, ils peuvent me retrouver. Donc, je suis Laurine Lemesse. Sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver. Si les gens ont des questions, ils n'hésitent pas. Oui, on mettra dans la description du podcast un lien. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.